Ton mari l'a trompée et elle a fait quelque chose qui l'a rendu fou. Au Cameroun, à Douala plus précisément, le couple Fombo était un couple apprécié et admiré de tous. Un couple beau, discret, respecté. Lui, informaticien senior dans une multinationale, cerveau brillant, avenir tracé. Elle, architecte talentueuse, rigoureuse, admirée pour son élégance et son calme. Lorsqu'ils s'étaient remariés, Mireille avait 25 ans, Eliane 30. 5 ans plus tard, leur union semblait solide, presque enviée. À l'approche de leur 5e anniversaire de mariage, Mireille rêvait d'une fête. Rien d'extravagant, juste un moment pour célébrer leur chemin. Mais Eliane annonça une mission à l'étranger. Il devait passer une semaine et impossible de décaler pour lui. Ils décidèrent donc de reporter à son retour. Pendant cette semaine, elle resta seule dans leur grande maison. Chaque soir, Eliane l'appelait depuis son hôtel. Même voix douce, même attention. Jusqu'au soir où Nadège, sa cousine, insista pour qu'elle sorte respirer un peu. Elles choisirent un restaurant chic, lumineux, fréquenté par l'élite de la ville. Lorsqu'elle rentra dans ce restaurant, le monde de Mireille bascula. À quelques tables de distance, Eliane était assis. Il n'était pas seul. Une femme élégante lui tenait la main. Ils riaient, ils se parlaient de bas, comme deux personnes qui s'aiment sans se cacher. Nadège murmura presque sans voix. « Attends, ce n'est pas ton mari ?» Le cœur de Mireille se figea, mais son visage, lui, resta calme. Elle prit la décision d'aller vers eux, marchant lentement vers leur table. Quand Eliane leva les yeux, il devint livide. Mireille sourit. « Bonsoir, monsieur Fombo, ça faisait un moment, et ravi de faire la connaissance de madame. » La femme, flattée par tant de politesse, répondit avec chaleur. Mireille salua encore, puis repartit rejoindre Nadège, comme si rien ne s'était passé. Elles quittèrent le restaurant peu après, pour un autre endroit. Nadège, bouleversée, voulait parler. Mireille l'arrêta simplement. Elle gérait. Elle préférait le silence. Le soir même, Eliane n'étant toujours pas rentrée, appela sa femme la voix tremblante. Il demanda pardon. Mireille répondit doucement. « Pardon pourquoi, bébé? Tu n'as rien fait. » Il ne comprit pas la réaction de sa femme, mais malgré ça, il continua à lui demander pardon pour sa trahison, lui disant qu'il regrettait énormément et qu'il avait peur de la perdre, que c'était une erreur et qu'il ne la tromperait plus jamais. Elle l'écouta jusqu'au bout, puis lui dit de finir sa mission et de rentrer, qu'elle l'attendait. De son côté, Eliane paniquait. Il confessa tout à sa maîtresse, lui révélant qu'il était marié, que la femme qu'elle avait vue, c'était son épouse. La panique gagna l'autre femme, qui le chassa immédiatement. Le lendemain soir, Eliane rentra à la maison. Des pétales jonchaient le sol. Un repas soigneusement préparé. Une atmosphère douce, presque irréelle. Submergée par la honte, Eliane se mit à genoux pour demander pardon. Mais Mireille l'interrompit avec tendresse. Elle lui parla d'une surprise dans la chambre. Elle lui demanda de se détendre. Ce soir-là, elle lui donna tout ce qu'il craignait d'avoir perdu. Et ils mirent à l'acte. Mais Eliane ne comprenait toujours pas la réaction, le comportement de sa femme. Et c'est là que son esprit commença à se fissurer. Car Mireille ne posa jamais de questions, ne pleura jamais, ne cria jamais, ne demanda jamais des explications. Les jours passèrent, puis les semaines. Plus les mois, Eliane doutait. Avait-elle vraiment vu? Ou était-ce lui qui avait rêvé ce dîner? Cette scène? Cette trahison? Petit à petit, Eliane commença à avoir peur de sa propre femme, de son silence, de son sourire constant, de son regard trop paisible. Il dormait mal, entendait des voix, revoyait sans cesse le restaurant, la table, la main tenue, jusqu'au jour où il s'effondra au travail, incapable de distinguer la réalité de ses pensées. On l'emmena à l'hôpital. Les médecins parlèrent d'abord d'un état de choc, d'un épuisement nerveux extrême. On décida de le garder quelques jours en observation, le temps de comprendre ce qui se passait réellement. Et il était là, dans une chambre blanche, sous surveillance. Il ne dormait presque pas. Il répétait les mêmes phrases. Il doutait de ses souvenirs. Il doutait de lui-même. Les médecins notaient confusion, culpabilité envahissante, perte de repères émotionnels. Puis Mireille vint lui rendre visite. Toujours élégante, toujours calme, le même parfum discret qu'il connaissait par cœur. Quand elle entra, Eliane se mit à pleurer. Il lui dit qu'il avait peur, qu'il croyait devenir fou, qu'il ne comprenait plus rien. Mireille s'avança près de lui, et pour la première fois depuis des semaines, elle laissa tomber le masque. Elle lui dit doucement qu'il n'était pas fou, qu'il ne l'avait jamais été. Elle lui expliqua, sans hausser la voix, qu'elle avait choisi le silence, qu'elle avait choisi de sourire, de l'aimer plus fort, de lui retirer toute possibilité de se défendre, parce que le confronter aurait été trop simple, le quitter aurait été trop rapide, pardonner aurait été trop injuste. Elle lui avoua que chaque geste était calculé. Les pétales, le repas, la tendresse, le refus constant de la colère. Elle voulait qu'il se perde seul,
qu'il doute de sa mémoire, qu'il ne sache plus si la faute venait de lui ou de son esprit. Elle lui dit que sa souffrance à elle avait été silencieuse, alors que la sienne serait visible, inévitable. Eliane la regardait, incapable de parler. Elle recula faisant claquer ses talons, se pencha légèrement vers lui et lui glissa cette phrase, presque tendre. « Tu vois, la douleur que tu ressens aujourd'hui, c'est celle que tu m'as laissée il y a quelques mois de cela, dans ce restaurant avec ta maîtresse. Mais moi, j'ai appris à vivre avec. Toi, non. » Puis elle ajouta sans haine, sans cri. « Tu sais, te voir comme ça ne me fait ni peur ni peine. Au contraire, ça m'apaise, parce que pour la première fois depuis longtemps, tout est à sa place. L'équilibre est rétabli, Aylan. » Après sa visite, l'état d'Eliane se dégrada. Il ne parlait plus, il refusait de manger. Il répétait son prénom sans cesse, en lui demanda pardon, en disant qu'elle était folle de réagir ainsi. Les médecins conclurent alors à un effondrement psychologique sévère, aggravé par une culpabilité non exprimée et une manipulation émotionnelle prolongée. Il fut transféré en service psychiatrique. Mireille, elle, continua sa vie. Son travail, ses projets, calme, droite, intacte. Car certaines personnes ne crient pas quand on les trahit. Elles observent, elles attendent. Et quand elles frappent, ce n'est jamais avec les mains, mais avec le temps. Elle se regarda dans le miroir, un rouge à lèvres glissant ses lèvres, et elle prononça ces mots avec un regard presque vide et triste à la fois. La vengeance la plus cruelle n'est pas celle qui fait du bruit, mon cher Elian. C'est celle qui laisse l'autre seul face à sa conscience. Et tu vas le payer très cher, jusqu'à t'en mordre l'esprit. Parce que moi, Mireille, on ne me trahit pas sans en subir les conséquences.